Le chien d'Austerlitz, première partie. Tu penses qu'on va gagner là-bas, à Vienne? Moi je pense surtout que si on prend cette foutue ville, on pourra se faire un sacré paquet de florins. Comment ça? T'es pas au courant? Un officier de Murat a prévu un pillage. On va se faire les plus gros commerçants de la ville. On va cramer ces gens foutres. Vous êtes fous? Si on le prend, vous serez exécuté sur le champ. Vous ne pouvez pas faire ça. Arrête de chialer, personne t'oblige à venir. Par contre, si tu ne viens pas, disons que t'as pas intérêt d'être sur notre chemin. T'inquiète pas, je le jure. T'as bien intérêt. J'ai toujours su que t'étais une vraie gonzesse. Pauvre tic qui sait pas ce qu'il fout là. Allez, dégage, sale faquin. Le grossier personnage acheva la discussion en bousculant violemment son camarade, avant de cracher un boulard sur les bottes de celui-ci. Deux autres gardes arrivèrent, ramassant le pauvre couvert de boue, en jetant des regards de mépris sur l'agresseur. Mais fous-toi de ce type, c'est un brigand. Il serait prêt à tout pour déserter. Il paraît même qu'il faisait partie du régiment qui a donné des renseignements aux Russes. Jetant un des secourants. L'homme continuait sa marche d'un pas assuré. Tout le monde semblait le craindre. À sa vue, certains se cachaient dans leur tente. Son regard semblait lancer des injures. Il prenait plaisir à faire trébucher les quelques malheureux qui avaient perdu leurs jambes et se tenaient à une simple canne de bois. Il était de taille moyenne, ses cheveux étaient bruns, ils étaient courts, mais salés et ébouriffés. Il avait une moustache épaisse et rectangulaire et une courte barbe mal rasée. Il paraissait un peu gros, mais peut-être était-ce son uniforme qui était détendu. Uniforme qui était d'ailleurs sale et à moitié débraillé. Il avançait dans les grandes allées du camp. Des dizaines de toiles emplissaient les espaces vides au sol. Elles étaient sales et humides. D'autres tentes, plus grandes, celles des officiers et des fantassins, s'étendaient plus loin dans la forêt de sapins. Il faisait froid, la terre elle-même était gelée. Les uniformes bleus, grisés par ce gel et l'humidité ambiante les abîmaient. Les gardes tremblaient, ils tentaient tant bien que mal de se réchauffer, leur simple habit veste de laine ne suffisait pas. Quelques-uns d'entre eux avaient réussi à maintenir un feu allumé malgré la pluie, et les autres s'amassaient autour de ceux-ci. Cette partie du campement napoléonien faisait piètre mine. En effet, ces quartiers étaient réservés à la garde nationale, normalement une milice locale qui servait habituellement de police, qui avait été réquisitionnée pour la campagne d'Allemagne. Les gardes nationaux étaient considérés comme des bons à rien dans les autres unités, parfois même étaient-ils méprisés. L'homme ralentissait, semblait avoir trouvé sa destination. « On arrive quand ?» clama l'homme. « Normalement, on repart demain à l'aube. Il nous faudra 9 jours pour atteindre Vienne, » répondit un homme encapuchonné dans un drap de laine épais. « Vous avez un plan ?» demanda un autre. « On verra demain. Pour l'instant, on ne peut pas parler à l'officier. On a ordre de ne pas quitter notre quartier, » répondit l'encapuchonné. « Tu peux me dire depuis quand on obéit à ces chiens ?» lança l'homme d'un ton sévère. « Depuis que des fantassins surveillent nos bordures. »« Je m'en fiche. Si vous préférez être les larbins obéissants d'un empereur comme Napoléon, vous vous démerdez, mais moi je refuse. » L'homme quitta ses camarades, furieux. Une odeur de fumée piquait les yeux et faisait tourner les têtes. Malgré la gêne, il avançait à pleine vitesse dans la fumée. On n'y voyait rien, plus dense que du brouillard, plus large qu'un feu de bois, et obstruait toute vision à plus de 6 mètres à la ronde. Soudain, un soldat apparut. La collision était inévitable. Les deux se percutèrent de plein fouet. L'un tomba, mais l'homme restait debout. D'autant plus furieux, il se jeta sur l'homme, à terre et le frappa en pleine tête. Dans un accès de rage, ses coups s'enchaînaient, le sang coulait, les gardes accouraient, tentant de les séparer, mais il continuait. « Arrêtez, arrêtez !» Cette même voix résonnait de plus en plus fort jusqu'à ce que l'on découvre son propriétaire, un officier de la garde nationale relativement gros. Il arracha l'agresseur de sa prise en hurlant de toutes ses forces. D'autres le maîtrisèrent en le maintenant les bras derrière le buste. L'officier constatait avec horreur la face défigurée et ensanglantée du soldat à terre. Il paraissait jeune, très jeune. C'était un adolescent à peine engagé dans la garde. Son visage bleu de froid était entièrement recouvert d'éclaboussures de sang. Ses yeux étaient gonflés, ses lèvres éclatées, son nez tordu. Il ne bougeait plus. L'officier appela à l'aide. « Il nous faut un médecin! Appelez un médecin !» La foule s'agglutinait autour de l'agresseur et du jeune garde. On traitait l'agresseur de tous les mots. On jurait, criait, insultait. Deux hommes à la tenue grise accoururent avec un brancard de toile, accompagnés par un second jeune homme qui se jeta au pied de l'estropié. « Non, Arthur, réveille-toi, je t'en supplie, réveille-toi, réveille-toi !» Ces cris résonnaient dans tout le campement, attirant encore plus de foule. Il pleurait, oui, il pleurait beaucoup. Il pleurait son frère, il pleurait toutes les larmes de son corps. Il fut bousculé par les deux brancardiers qui emmenèrent son frère dans une tente médicale quelques dizaines de mètres plus loin. L'officier, désolé, posa sa main sur le frère, en tentant en vain de le réconforter. L'officier tourna la tête vers l'homme. Il avait agressé le pauvre adolescent sans raison valable.
Il l'avait gravement blessé. Fureur brillait encore dans ses yeux. Cette même fureur brillant prise sur l'officier qui abattit sa main d'une force inouïe sur la joue de l'homme. Tendait la claque dans tout le camp. Elle était telle que l'officier lui-même saignait de la main. Il rugit. Qu'est-ce qui ne va pas bien dans votre tête? Vous êtes fou? Vous méritez d'être exécuté. Vous avez vu l'état dans lequel vous avez mis ce pauvre genou? Vous l'avez défiguré. Je vais vous faire pendre. L'officier abattit une seconde fois sa main sur l'homme, ce qui fit, cette fois-ci, une entaille transversale sur la joue de l'homme, gémit de douleur, avant de tomber inconscient sous la puissance des frappes. Qu'on le mène au geôle, avant que je ne le tue, et qu'on ne le soigne pas, il mérite cette douleur, reprit l'officier. Le sang enneigé était recouvert d'une teinture de sang. Les gardes, encore choqués de l'attaque, restaient bouche bée. L'homme fut traîné jusqu'à la prison, et l'officier, ainsi que le frère, à la cabine médicale.